Allô? Allô, le commissariat? Venez tout de suite. Il y a un mort dans le cimetière. Oui, non, c'est pas une blague. Je suis monsieur Speluche, le conservateur. Je vous dis qu'il y a un mort, un vrai, comme vous et moi. Ouais, enfin, je veux dire un mort qui n'est pas enterré, quoi. Et oui, je viens de le trouver sur une tombe. Pas de date dessus. Ben, qu'aucun de sort, puisque je vous répète... Eh? Ah non, je ne touche à rien. Entendu, je vous attends. C'est par là, monsieur le commissaire. La 3e tombe, contre l'état-mari. À vrai dire, moi, j'ai rien vu. Vous avez tout de même vu le corps ce matin? Oh, oui, pour ça, oui. Que même ça a failli me tourner le sang. Et vous voyez, c'est ici. Il était là, plié en 2 sur la clôture. De loin, moi, je croyais qu'il rangeait un vase, et comme j'avais pas encore ouvert les grilles, ça m'a intrigué. Je m'approche. Oh, peu cher, j'ai tout de suite compris. Le pauvre, il y avait un trou dans la tête, du sang séché tout plein les cheveux. Et j'ai tout de suite téléphoné au commissariat, que d'abord, ils ont cru que c'était une blague. Ah, le fait est qu'au premier abord... Quand je leur ai dit que j'étais monsieur Speluche, la sûreté, vous savez, c'est pas tellement grave. Ils me connaissent au commissariat. Et ils sont arrivés subito, avec un médecin. Comme si un docteur, peu cher. Il était déjà plus froid que marbre. Pas le docteur, non. Ouais. Par exemple... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y avait une grosse tache de sang sur la dalle. Et il n'y est plus. Ah, depuis ce matin, quelqu'un a pu nettoyer la pierre? Pas moi, en tout cas. Pas les agents non plus, ils avaient autre chose à faire. Oh, dites, si c'était l'assassin... Oh, qu'il ait fait disparaître l'arme du crime, d'accord, mais la tâche... Oh, à propos d'armes, le médecin a dit que c'était un machin qui serait, comme qui dirait, tordu... Oui, attendez que je me rappelle, j'ai plus mes idées, moi. Un instrument contordant. Oui, contondant. Contordant, oui. Contondant. Oui, c'est ce que je dis. Ça pourrait être, qu'il a dit le médecin, une statuette ou un vase. L'homme a donc été assommé alors qu'il venait s'incliner sur la tombe de... Taboufet qui est enterré là. 6J, Jacques Rimaucourt, 1926-1946. 20 ans. Il est mort jeune. Et Rimaucourt, dites donc. Rimaucourt, ça me dit quelque chose. Je crois bien que ça vous dit, Rimaucourt et les chantiers navals, la plus grosse fortune de la région. Ouais. Ils ont un caveau de famille superbe tout en haut du cimetière. Oui, un vrai monument. Et ce Jacques Rimaucourt serait un de leurs parents? Plus parents que ça, il n'y a pas. C'est leur fils. Leur fils? Oui, c'est du moins ce qui a écrit sur le registre d'entrée. Et le fils n'est pas dans le caveau? Ah, c'est curieux, ça. Oui, c'est aussi ce que je me suis dit. Où a-t-on transporté le corps? Enfin, cette fois, je parle de celui que vous avez trouvé sur la tombe. Au dépositoire du cimetière, c'était tout indiqué. Il y a déjà un inspecteur qui est venu de Marseille. Il est avec le médecin, là-bas. Oui, l'inspecteur Guérin, oui, je sais. Le voilà, justement, il arrive. Bonjour, patron. Bonjour, monsieur. Un quart d'heure plus tôt et vous rencontrez le légiste. Tu as assisté à l'autopsie? Oui, je m'en serais bien passé. Vous voulez voir le corps? Bon, inutile. Excusez-moi, j'attends un enterrement à 3h, il est moins 10. Oui, ne vous occupez pas de nous, monsieur Speluche. Vous pouvez disposer. Si vous avez besoin de moi, je suis à l'entrée. Oui, d'accord. Bon, alors, le résultat de l'autopsie. Mort consécutive à une fracture du crâne provoquée par un instrument contondant. L'heure? Très approximative. Le coup a été porté dans la soirée. Le décès est survenu dans le courant de la nuit. De sorte que si on l'avait découvert tout de suite, on aurait pu le sauver. Mais, le légiste n'est pas formel, il a dit peut-être. En tout cas, le pauvre bougre a agonisé 2 ou 3 heures. Son identité? Mystère. Rien dans les mains, rien dans les poches. L'assassin, je suppose que c'est lui, l'a consciencieusement dépouillé. Manquait plus que ça. Bon, t'as examiné ses vêtements? Oui, de fond en comble. Tous les effets sortent du grand bazar de la Canebière. De la confection de grande série. Le linge? Idem. Même pas une marque de blanchisserie. Je n'ai recueilli qu'un seul. Un tout petit indice. Tout de même. Une de ses chaussures a été garnie par une semelle de carton. Tenez, voyez plutôt. Si tu comptes l'identifier avec ça, toi. C'est une semelle qu'il avait découpée lui-même, tiens. Du carton d'emballage, sans doute. Non, un carton de livraison, plutôt. Tenez, retournez là. Il reste une partie de l'étiquette. Et comme c'est une étiquette en tête... Mais ma foi, oui, t'as raison. Évidemment, elle est incomplète. Ce sera pas difficile à reconstituer. Palais de la Four,
De la fourrure, sans doute. Hein? Ouais. Quant à l'adresse, 26 cours Belle-Mars. Bah, ça pose pas de problème. 26 cours Belzins, Marseille. Ouais, voilà déjà un point d'acquis. Bah, on est même gâté puisqu'on a aussi le début du nom de la cliente. Attends, Madame P. Hein? I ou U. Ah, ça, il a une écriture de cochon. Celle-là, d'après toi, qu'est-ce que c'est? C'est un G ou un Q? À mon avis, c'est un G. Un G, oui. Ça fait Pi ou Pug. Oui, Pi ou Pug, oui. De toute façon, le fournisseur pourra la compléter. Oui. Et quand on aura l'adresse de cette dame, on pourra toujours lui demander qui a eu la possibilité d'utiliser son carton pour se tailler une semelle. Ah, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Tu rentres à Marseille et... Vous rentrez pas avec moi? Non, pas encore. Je vais d'abord rendre visite à la famille Rimaucourt. Rimaucourt des chantiers navals. Hein? La plus grosse fortune de la région. Entrez, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le commissaire Paron de la Sûreté nationale et vous désirez me voir. En effet, monsieur Rimaucourt. Asseyez-vous. Merci. De quoi s'agit-il? Monsieur Rimaucourt, on a découvert ce matin dans le cimetière de la Ciotat un homme assassiné. La nouvelle a déjà fait le tour de la ville. Si la victime est un ouvrier des chantiers, adressez-vous au directeur du personnel. L'homme a été assassiné sur la tombe de Jacques, votre fils. Et alors? Alors j'ai pensé que peut-être il aurait pu être une ancienne connaissance de votre fils. Vous êtes extraordinaire. Dans un cimetière, il y a des tombes. Il fallait bien que le crime fût commis à proximité de l'une d'entre elles. Non, je n'ai pas dit à proximité, monsieur, mais dessus. Mon raisonnement reste valable. La victime s'est abattue sur la tombe de Jacques, comme elle aurait pu s'abattre sur n'importe quel autre. Je ne vous fais pas l'injure de penser que vous pourriez croire notre famille mêlée à ce crime crapuleux. Je ne crois rien, je me renseigne. Dans ce cas, vous avez frappé à la mauvaise porte. Non, monsieur Rimaucourt, la tombe de votre fils a été nettoyée dans le courant de la journée. Il me serait utile de savoir si c'est par l'assassin ou par un membre de votre famille. Facile à vérifier. Bien. Maria, Monsieur? dites à madame de descendre, je vous prie. Ah, vous êtes là, Adrienne. Entrez. Venez une minute, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, mon ami? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Voici monsieur le commissaire Paron. Et Maria m'a dit en effet que... Il désire savoir si vous êtes allé au cimetière aujourd'hui. Au cimetière? Oui, au début de l'après-midi. Et vous avez nettoyé la tombe de votre fils? Pourquoi cette question? Non, répondez d'abord à monsieur le commissaire. La dalle avait été souillée. Une large tache brunâtre comme... Comme du sang. Du sang? Je ne sais pas. Aucun objet n'a disparu? Si, un vase. Un vase de marbre. Vous n'êtes tout de même pas venu pour un vol aussi anodin. Voyons, madame, monsieur Rimaucourt vient de me dire que la nouvelle avait fait le tour du pays. Ma femme sort très peu et je n'ai pas jugé bon de lui apprendre ce fait divers sans importance. Quel fait divers? Madame, c'est vraisemblablement avec le vase qui a disparu que hier soir on a tué un homme sur la tombe de votre fils. Mon Dieu. Adrienne, voyons. Tu es un homme, mais qui... Dites-moi qui est mort. Alors, Adrienne, vous ne vous sentez pas bien? Mon cœur, la douleur qui me reprend... Ne vous crispez pas, appuyez-vous sur moi. Maria, appuyez-vous sur moi. Tiens, voilà votre œuvre, commissaire. Maria! Oui, monsieur. Madame ne se sent pas bien, raccompagnez-la dans sa chambre. Venez. Et donnez-lui ses gouttes. Venez, je vais vous aider. Si la crise ne se calme pas, appelez le docteur Martin. Bien sûr, monsieur. Vous êtes content, commissaire. Vous avez votre renseignement. J'ignorais que madame Rimaucourt fut cardiaque. Elle ne s'est jamais remise de la disparition de Jacques. Nous évitons d'en parler. Votre fils est décédé en 46 et... dites donc, ça fait tout de même 17 ans. Je comprends mal l'émotion de madame Rimaucourt. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez mal. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous, je vous reconduis. Cependant, à propos de votre Je fils... regrette, je suis pressé. Au revoir, monsieur. Au revoir. S'il vous plaît, pourquoi votre fils n'est-il pas inhumé dans le caveau de famille? Il y a des affaires qui ne regardent pas la police. Oui, mon petit Guérin, il m'a proprement mis à la porte. Je dis bien proprement. Toujours très correct, très grand seigneur.
Mais il faut dire les choses comme elles sont, il m'a flanqué dehors. J'espère que ça vous a pas empêché de dormir cette nuit. Oh, ça, tu peux être tranquille. Il y a belle lurette que les airs de grandeur ne m'impressionnent plus. Ah, où ai-je encore fourré ma boîte d'allumettes? Mais là devant vous, sur le bureau. Ah, évidemment. On cherche toujours ailleurs ce qu'on a sous les yeux. Et ton enquête sur les semelles, là, ça a marché? Mais l'emballage dans lequel elle a été découpée est un carton de livraison du Palais de la Fourrure. La cliente, c'est Madame Pignan, à qui on a livré il y a 2 mois un manteau d'Astrakhan. Elle est gérante de l'hôtel du Globe, un meublé de la rue de Crimée. Je l'ai envoyé chercher d'ailleurs. Bravo, tu n'as pas perdu ton temps. Bon, dès que Madame Pignan arrive... Mais c'est déjà fait, elle est à côté. Alors qu'est-ce que t'attends pour la faire rentrer? Oh, j'y vais. Madame Pignan. Enfin, on se décide. Ça fait 1 heure que je tangue, là, hein. Si vous croyez que j'ai que ça à faire, j'ai du travail, moi, à l'hôtel. Oui, mais croyez bien, madame... Et puis vous croyez que non? Non, mais... Me faire ramener par un agent comme une criminelle? Et avec le monde qu'il y avait aux fenêtres, ça fait un bel effet dans le quartier. Non, mais si vous le permettez... Et quand je demande pourquoi, ce grand arnaga d'agent, il me répond, vous le verrez bien. Qu'est-ce que je vais voir, dites? Je suis une honnête femme, moi. Si vous laissiez parler, monsieur le commissaire. Dites que je suis une baboite, que j'ai la langue trop longue. Mais insultez-moi pendant que vous y êtes. Ah, si mon pauvre mari, il était encore là, t'es. Vous êtes veuve? Depuis 8 ans, oui. Mon pauvre mari peu cher, il est tombé dans l'escalier de la cave en allant chercher du charbon. Et maintenant, on me traite comme Comme un témoin, ni plus ni moins. Un témoin de quoi? Bon, vous avez lu les journaux ce matin. Si vous croyez que j'ai du temps à perdre? Il y a 2 mois environ, vous avez acheté un manteau d'Astrakhan à la maison de la Fourrure. Au palais, monsieur. Oui, au palais. Eh bien quoi, c'est mon droit, non? Et je l'ai payé. Vous rappelez-vous ce que vous avez fait du carton dans lequel on vous l'a livré? Du carton dans lequel? Oui. Non, mais dites, c'est sérieux, ça? Vous êtes sûr que je suis réveillée? Non, mais cette semelle, voyez là, cette semelle, a été découpée dans ce carton. Ça y est, j'y suis, c'est moi. Oh non, on dirait une histoire de fou. Comment, c'est vous qui quoi? Mais je l'ai taillé pour monsieur Maurice. Comment que vous l'avez eu? Maurice comment? Maurice Lancieux. Dites-moi vite ce qui est arrivé, vous me faites languir, là. Il est mort, Madame Pignan. Assassiné hier soir dans le cimetière de la Ciotat. Assassiné? Bon, le maire est par qui? Ça, si nous le savions. Non, c'est pas vrai, mais je continue de rêver, moi. Mais je l'ai encore vu hier après-midi. Il logeait chez vous? Depuis 2 ans, oui. Oh, ça me fait quelque chose. Un si brave garçon. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Enfin, je veux dire, quelle était sa profession? Mais je sais pas au juste. Alors, vous n'allez pas me faire croire que depuis 2 ans... Sur sa fiche, il y avait marqué représentant. Il sortait beaucoup, il faisait des affaires, qui disait, moi. Il ne s'était lié avec personne dans le quartier? Il ne recevait personne? Une femme, peut-être? Toujours seul qu'il était. Pour dire la vérité, il n'était pas causant, vous savez. Et moi, du moment qu'il payait régulièrement sa chambre, ça... Rimaucourt. Quoi, Rimaucourt? Oui, Rimaucourt, ça ne vous dit rien? Lancieux n'a jamais prononcé ce nom devant vous? Non, jamais. Mais je vous ai dit qu'il n'était pas causant. Bon. Alors, je peux partir? Je voudrais bien, mais nous avons encore besoin de vous, Madame Pignan. Nous vous emmenons à la Ciotat. À la Ciotat? Ouais. Mais qu'est-ce que je vais faire à la Ciotat? Mon hôtel, il est rue de Crimée, il n'est pas à la Ciotat. Oui, pour reconnaître le corps. Va falloir que je le voie. Oh, vous savez, j'y tiens pas du tout. Oui, mais c'est indispensable. 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 Ouais. Tu viens aussi, Guérin. Pendant que tu accompagneras madame au dépositoire, je ferai un saut chez Rimaucourt. Après le coup d'hier soir, vous croyez qu'il vous ouvrira sa porte? Ah oui, mais cette fois, je prendrai mes précautions. Je regrette, monsieur le commissaire. Monsieur et madame Rimaucourt viennent de sortir. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis venu. Car c'est vous que je veux voir, Maria. Moi? Et pourquoi? Vous permettez que j'entre et que je referme la porte. Là, voilà. On va pouvoir causer tranquillement. Je vous assure, j'ai rien à vous dire. Oh, sait-on jamais. Depuis combien de temps êtes-vous au service des Rimaucourt? Depuis 10 ans. 10 ans. Bon, vous n'avez donc pas connu Jacques Rimaucourt? Oh, de nom seulement. J'ai toujours habité la Ciotat, mais à l'époque de sa mort, j'avais que 20 ans. Lui aussi. Je me demande... Bon, c'est sans importance. Enfin, je me demande pourquoi on ne l'a pas inhumé dans le caveau de famille. Question religieuse, tiens. Monsieur et madame sont très croyants, pratiquants et tout. Si on l'a enterré à part, c'est parce qu'il n'a pas eu des obsèques religieuses. Monsieur, surtout, il est à cheval sur les principes. Et on dit même que... Oui, mais enfin, tout ça, ça vous intéresse pas. Mais si. On dit que...
que M. Rimocourt a fait des pieds et des mains auprès de l'évêché, et sans résultat. Du moment que M. Jacques s'était suicidé, rien à faire pour qu'il passe à l'église. Le pauvre garçon s'est suicidé. Et pourquoi donc? On n'en sait trop rien. Ça s'est passé à Marseille, et on a ramené le corps. On n'en parle jamais à la maison? Oh, rarement. Monsieur entre alors dans une colère noire et madame se met à pleurer. C'est qu'il n'est pas commode, monsieur. Juste, oui, mais dur. Dites, vous lui répéterez pas que je... Non, soyez tranquille. Non. Autre chose, ne serait-il pas venu ici ces temps derniers un homme d'une quarantaine d'années, légèrement grisonnant, pas très bien vêtu? Oh, vous savez, il vient beaucoup de monde d'ici. Oui, mais il s'appelle Maurice Lancieux. Ça pourrait être une ancienne relation de Jacques Rimocourt. Lancieux? Non. Non, je ne vois pas. Bah, ça fait rien. Tout de même, se suicider à 20 ans... et comment s'est-il tué? Je crois qu'il s'est noyé. Oh, c'est si vieux, vous savez, moi je... Mais vous dites que le suicide a eu lieu à Marseille? Vous permettez qu'avant de partir, je donne un coup de fil? Si vous croyez que moi je... Non, mais craignez rien, je prends tout sur moi. Allô? Allô, le cimetière de la Ciotat? Oui, c'est vous, monsieur Espeluche? Oui, bonjour. Bonjour, commissaire Parron à l'appareil. Oui, bonjour. Oui. L'inspecteur Guérin doit être au dépositoire avec... Quoi? Il est là? Bon, passez-le moi, voulez-vous? Oui, merci. Allô, Guérin? Oui. C'est terminé. Madame Pignon l'a reconnu. Oh, parfait. Monsieur le commissaire. Oui, un instant, Guérin, ne quitte pas. Qu'est-ce qu'il y a, Maria? Monsieur Rimocourt qui revient. C'est son droit, non? Mais qu'est-ce que je lui dis, moi? Rien du tout, sinon que je suis là. Oh, c'est lui. Dites, vous m'avez promis, oui, hein? La discrétion, d'accord. Allez donc lui ouvrir, voyons, Maria. Allô, Guérin, t'es toujours là? Oui, bon, écoute bien. Jacques Rimocourt s'est suicidé en 1946, à Marseille. Oui, je dis bien suicidé. Non, ça j'en sais rien. En tout cas, il doit y avoir un dossier aux archives. Hein? Oui, non, ne m'attends pas. Rentre tout de suite. À cet après-midi. Faites comme chez vous, monsieur le commissaire. Je me suis permis de donner un coup de fil. Mais comment donc? Ne vous gênez pas. Oui, avant de vous voir, je voulais savoir si on avait retrouvé le dossier relatif au suicide de votre fils. Nous y voilà. Vous ne pouvez même pas laisser les morts dormir en paix sans vous soucier du mal que vous pouvez faire. Oui, mon fils s'est suicidé. Et après? Les suicides ont en général un mobile. Oh, les mobiles, quand on a 20 ans. Jacques avait 20 ans. Il poursuivait ses études à la faculté de médecine de Marseille. Puisque vous allez consulter le dossier, autant que vous l'appreniez par ma bouche. Dire que c'était un brillant sujet serait mentir. Il préférait l'amusement aux études. C'était de son âge. Quand on est un Rimocourt, on ne passe pas son temps dans les lieux de plaisir au lieu d'aller à la faculté. Tous les sermons restaient inefficaces. J'ai dû me résigner à lui couper les vivres. Je ne regrette rien. L'indulgence est une faiblesse. Ça, c'est un point de vue. C'est le mien. Quelques jours plus tard, c'était le 27 octobre 1946. J'ai reçu une lettre de Jacques. Il m'annonçait, sans commentaire, qu'il en avait assez de la vie et que personne n'entendrait plus jamais parler de lui. Je me précipite à Marseille. La veille, on avait repêché le corps d'un inconnu dans le vieux port. C'était lui, Jacques, mon fils. Il y avait tout de même un motif particulier à ce suicide. Vous n'avez jamais entendu parler de dépression nerveuse? Dieu lui a peut-être pardonné. Et vous? Moi? J'ai oublié que j'ai eu un fils. En se tuant, il s'est retranché volontairement de notre famille. À l'époque, votre fils devait avoir des amis, des camarades. Ces relations n'étaient pas les miennes. L'homme qui a été assassiné dans le cimetière s'appelle Lancieux. Maurice Lancieux. Je ne connais pas. Vous, non, mais Madame Rimocourt.
Votre fils lui en avait peut-être parlé. Ma femme n'a rien à déclarer de plus que ce que je vous ai dit. Tant pis, je chercherai ailleurs. Je vous remercie. Ouais. D'autant que votre intervention d'hier a failli provoquer chez elle une nouvelle crise cardiaque. Voyez-vous, monsieur le commissaire, vous et moi, nous ne nous plaçons pas sur le même plan. Ah, en effet, monsieur Rimaucourt, en effet. Vous voulez éviter à tout prix le scandale. À tout prix, moi, je veux découvrir un assassin. À peu de choses près, patron, la version de Rimaucourt correspond à ce qu'il y a dans le dossier. Ah, à peu de choses près, c'est-à-dire? C'est-à-dire le portrait de Jacques est en réalité beaucoup plus noir que ne vous l'a brossé son père. Ah. C'était un débauché, le genre fils à papa qui fréquente le milieu en se donnant des allures de dur. À l'époque, on le voyait souvent avec une fille, une certaine... attendez, je notais le nom. Une certaine demoiselle Graville, serveuse à la Caravelle, une boîte derrière la bourse. Ah, on l'avait interrogée? Oui, sa déposition est au dossier, datée du 30 octobre 1946. La fille ne nie pas être la maîtresse de Jacques, mais naturellement, elle ne sait rien et ne comprend pas le suicide. Motus et bouche cousue, quoi. Ah il faut tâcher de la retrouver. Après 17 ans. C'est pourquoi je dis tâcher. C'est tout? Mais il y a aussi la déposition d'un nommé Milano, détective privé engagé par le père pour surveiller son fils. C'est lui qui a averti Rimaucourt que le noyé du port était son fils. Tu l'as vu? Non, il n'est plus à l'adresse indiquée, après 17 ans. Ah, tu m'agaces. Faut que je fasse tout moi-même, ici. À quelle adresse, ton Milano? 26 rue Françoise Bonneau. Ah, 26 rue Françoise Bonneau. Bon. Allô, c'est toi, Granger? Bon, ici, Paron. Oui, ça va, merci. Dis donc, tu as dans tes archives la liste des privés de Marseille. Bon, il s'appelle Milano. Et en 1946, il habitait au 26 rue Françoise Bonneau, c'est ça? 26 rue Françoise Bonneau. Bon, tu me rappelles? À tout à l'heure. Je parie que tu n'es même pas allé visiter la chambre de Maurice Lancieux à l'Hôtel du Globe. Et vous avez perdu. Ah, tout de même. Quoi? Tu boudes? Non. Tu boudes parce que je t'ai dit que tu m'agaçais. Ah là, fais pas la mauvaise tête, donne-moi du feu, tiens. Et raconte. Au premier abord, une perquisition sans intérêt, et puis j'ai découvert ce livret militaire. Lancieux a fait 15 ans de Légion. Mais regardez la date de son engagement. Tiens. 3 novembre 1946. C'est ça, 6 jours après le suicide de Jacques Rimaucourt. Un suicide qui a peut-être été un assassinat. Oh, ouais, tu vas trop loin. Le suicide ne fait pas de doute. Il y a la lettre de Jacques. D'accord, je l'ai vu, mais c'est peut-être un faux. Bon, le père ne s'y serait pas trompé. Cependant, ton idée m'en donne une autre. Supposons que 2 complices se soient laissés embarquer dans une sale histoire. Ouais. Une histoire qui risque de tourner mal, très mal pour tous les deux. L'un, le plus faible, se suicide, tandis que l'autre se fait oublier en s'engageant à la Légion. Ouais, enfin, ça n'est qu'une supposition. S'il y a des mobiles précis au suicide, Rimaucourt les connaît peut-être. Le père? Il les avouera jamais. Ouais. Allô? Oui, c'est ici. Ne quittez pas, je vous le passe. C'est le commissaire Granger. Ah, oui. Allô, oui? Oui. Oui, c'est bien ça. Milano. Ah bon? Il n'exerce plus? Ah, très intéressant. Merci, mon vieux. Un de ces jours. Tiens-toi bien, Guérin. Le détective privé Milano a cessé d'exercer son activité le 30 novembre 1946, 1 mois après le suicide de Jacques. Bonsoir, monsieur Speluche. Bonsoir, monsieur le commissaire. J'allais juste fermer. C'est qu'il fait déjà très sombre. Mais en cette saison, la nuit, elle tombe vite. Je sonnais la cloche par acquis de conscience, comme on dit. Il y a belle lurette qu'il n'y a plus personne. Vous savez que hier soir, le crime a été commis aux environs de cette heure-ci? Vous dites, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Et quand vous avez sonné la cloche, il n'y a pas eu de retardataire? Hier soir? Oui. Ma foi, non, j'ai rien remarqué. Dites donc, la tombe de Jacques Rimaucourt, on l'aperçoit d'ici? Oui, vous me posez une question, là, il faut que je me repère. Attendez, V, là-bas,
Vous voyez les tamaris? Ouais, Eh bien, il est juste au pied. juste au pied. Oui, de sorte que dissimulé derrière les tamaris, l'assassin a pu surprendre sa victime et la frapper dans un cimetière à peu près désert. Et il aura même eu le temps de sortir avant que vous ne sonniez la cloche. Ou bien, il est resté dedans et il a attendu la nuit pour sauter par-dessus le mur. Ah oui? Aucun de sort, quand je pense qu'il était peut-être là à moins de 50 mètres. Oh, dire. Oh, du coup, j'allais oublier de vous dire... la dame qui est venue ce matin pour reconnaître le corps. Ouais, Madame Pignon. Et elle est revenue cet après-midi. Oh, Pour me voir, cette fois. Elle m'a donné 250 francs. 250? 25 000 anciens francs? Tout rond, oui. Vous savez pas pourquoi? Pour que lorsque l'ancien y sera enterré, j'y fasse mettre une croix et un entourage à sa tombe. Elle m'a même donné un petit quelque chose pour ma peine. Ah, ben ça part d'un bon sentiment. Oui, aujourd'hui, peu cher, hein? Les bons sentiments. Vé, qui c'est ce fada qui arrive maintenant? Il croit que je vais le laisser entrer, celui-là. Mais vous fâchez pas, vous ne reconnaissez pas mon adjoint? Oh, pardon. J'ai dit fada, je savais pas. Hé, Guérin, je suis là. Ah, enfin, patron. Mais je savais bien que je vous trouverais ici, j'avais hâte de vous annoncer la nouvelle. Quoi, tu as découvert l'assassin? Ce serait trop beau, mais j'ai retrouvé Milano, le privé. Ah, tu sais pourquoi il a cessé d'exercer? Oui, pour prendre un commerce. Un magasin de radio et de télé boulevard de Roux. Il le tient toujours. Bonsoir, monsieur. Vous désirez? Bonsoir. Vous êtes bien monsieur Milano? Pour vous servir. En 1946, vous étiez détective privé? En effet. Commissaire Paron de la Sûreté nationale. Ah, presque un collègue en somme. Eh. Vous savez que je fais une remise de 10%. Oh non, il ne s'agit pas de ça. Vous avez lu les journaux ce matin? Comme tout le monde. Le mort du cimetière de la Ciotat trouvé sur une tombe. Oui, en effet, j'ai lu ça. Les journaux n'ont pas parlé de l'occupant de la tombe. Oui, la famille qui a de grosses relations a fait le nécessaire. Mais si je vous dis que c'est la tombe de Jacques Rimaucourt, ça ne vous rappelle rien? Rimaucourt. Non, je n'ai pas ce nom-là parmi mes clients. Alors, monsieur Milano, le suicide du jeune Rimaucourt en 1946, une de vos dernières enquêtes. Ah oui, bien sûr, j'y suis. Oui. Non, je ne cherchais pas si loin. Non, ça me revient. C'est bien ce garçon qui s'est noyé dans le Vieux-Port, n'est-ce pas? Et le mort du cimetière de la Ciotat aurait un rapport avec... Direct, monsieur Milano. J'ai pensé à vous pour quelques renseignements complémentaires. Si vous avez lu ma déposition, vous en savez autant que moi. Le père Rimaucourt m'avait engagé pour surveiller son fils qui lui donnait des inquiétudes. Un beau jour, il reçoit une lettre d'adieu, laissant prévoir un suicide. Réflexe professionnel, je fais un saut à la morgue et là... Et justement, ce suicide avait bien une cause. Oh, c'est si vieux tout ça. N'a-t-on pas conclu à une dépression nerveuse? Oui, mais c'est vague. Non, c'est pourtant, si j'ai bonne mémoire, le seul mobile retenu. Sauf erreur, je me rappelle que Jacques Rimaucourt menait une vie de bâton de chaise. Les boîtes de nuit, les filles, la boisson... de quoi rompre l'équilibre d'un garçon de 20 ans. Et vous n'avez plus entendu parler des Rimaucourt ensuite? Ah, plus jamais. D'autant que j'ai quitté le métier peu de temps après. Ah oui, c'est vrai. Mais à propos, pourquoi l'avez-vous quitté? Non, si je suis indiscret, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Pas du tout. Ma femme a fait un petit héritage. Mais je croyais que vous étiez célibataire à l'époque. Oui, mais je connaissais déjà ma femme, nous devions nous marier. Elle ne voulait pas que je continue. Le danger, vous savez, le travail de nuit, vous savez ce que c'est. Oui. Enfin bref, on a profité de l'héritage pour faire d'une pierre deux coups. Le mariage et le commerce. Ouais. Vous n'avez non plus jamais entendu parler de cette demoiselle Graville? Vous savez bien, la maîtresse de Jacques. Elle était serveuse à la Caravelle. Vous ne savez pas ce qu'elle est devenue, par hasard? Pas la moindre idée. Non, à vrai dire, jusqu'à ce soir, toute cette histoire m'était sortie de l'esprit. Vous savez, ce sont de si vieux souvenirs. Des souvenirs qui vont surgir en pleine actualité. Car je vous promets un de ces rebondissements. Un rebondissement? Ouais. De quel genre? Je ne peux rien vous dire encore, mais faites-moi confiance. Un rebondissement qui fera du bruit. Au revoir, monsieur Milano. Je regrette que vous n'ayez pas pu me renseigner davantage. Mais je regrette aussi. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur.
Allô? Je voudrais parler à monsieur Rimeaucourt. C'est urgent. Ben alors, Guérin, ça va pas? T'en fais une tête. Formidable, patron. Hier soir, moins d'une heure après qu'on ait branché la table d'écoute sur la ligne de Rimeaucourt, 19h10 pour être précis. Moi, à cette heure-là, je sortais de chez Milano. Mais justement, à cette heure-là, Rimeaucourt recevait un coup de fil. Et devinez de qui? De Milano. Tout juste. Ah, et qu'est-ce qu'ils se sont racontés? Oh, pas grand-chose. Rimeaucourt flaire un chantage. Bah quoi, c'est tout? Bah, ils ont rendez-vous ce matin à 11h. Ah bon, bah Milano n'y sera pas puisque je l'ai fait convoquer. Dis donc, il est toujours à côté? Oui, oui. Bon, bah le fais pas languir, va le chercher. Monsieur Milano? Entrez, monsieur Milano. Entrez, je suis désolé. Vous allez arriver en retard au rendez-vous de Rimeaucourt. Mais il doit y avoir un malentendu. Bah, voyons, vous n'avez peut-être pas rendez-vous avec Rimeaucourt. Si, Ah. si, bien sûr. Bah, pour le mettre au courant des événements. Vous savez, en 46, le pauvre homme a été assez bouleversé par le suicide de son fils. Ah oui, il avait payé assez cher. Ouais, la douleur d'un père. Oui, quand je dis payer, je veux parler d'argent. De fric, si tu préfères. Hein? Combien? Mais vous faites fausse route. Oh, allez, ça va. On a entendu votre conversation avec Rimeaucourt. Alors, combien avait-il acheté votre silence? 300 000. 300 000 en 46, ben ça représente une somme. Le prix de la boutique. Non, je vais vous expliquer. Et on y compte bien. Mais il faut remonter en 46. Je voulais me marier, j'étais très amoureux, et son rêve à ma femme, c'était un petit commerce, des enfants. Moi, j'aimais pas tellement le métier que je faisais. Oui, à l'époque, vous surveilliez le jeune Rimeaucourt. Oui, et c'est comme ça que j'ai eu connaissance de cette affaire. Ah, le suicide? Oh, le suicide est venu plus tard. Il y a eu d'abord le règlement de compte. Ah. Oui, un type tué d'un coup de revolver dans une impasse des bas-quartiers au cours d'une bagarre. Et naturellement, comme d'habitude, personne n'avait rien vu ni rien entendu. Et le meurtrier, c'était Jacques Rimeaucourt. Oui, mais j'étais le seul à le savoir. Parce que je le surveillais depuis plusieurs jours. Alors j'en ai avisé tout de suite le père. Il venait de recevoir une lettre d'adieu de son fils et vous connaissez la suite. Et monsieur Rimeaucourt vous a payé pour que vous gardiez le secret. Et surtout pour que vous n'avertissiez pas la police. Oh, la victime était un personnage peu recommandable. Alors le meurtrier s'est fait justice, alors j'ai pensé que je faisais de tort à personne. Et vous empochiez 300 billets. Oh, bah bravo, belle mentalité. J'ai eu tort, oui, je regrette. Oui, réservez la scène du repentir pour vos juges. Écoutez, depuis 17 ans, je mène une vie honnête, j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Oui, votre avocat saura le faire valoir. Laissez, restons-en au fait. Jacques Rimeaucourt n'aurait-il pas eu un complice? Un complice insolvable que vous auriez été obligé de laisser courir? Maurice Lancieux, par exemple. J'ai jamais entendu parler de Lancieux. Ça. Non, je dis Lancieux qui aurait été forcément au courant de votre combine et qui, à son retour, aurait voulu monnayer son silence. Vous avez pignon sur rue, l'argent ne vous manque pas. Mais c'est faux! Croyez-vous, je vous ai dit la vérité, toute la vérité. S'il était venu me réclamer de l'argent, moi j'aurais payé. Mais je l'aurais pas tué, enfin. Mais voyons, monsieur Milano, mais vous vous défendez comme si on vous accusait d'assassinat. Non, pour l'instant, vous n'êtes inculpé que de faux témoignages. Vous m'arrêtez? Ça, je voudrais faire autrement que je ne pourrais pas. Mais c'est pas possible, enfin, ma femme, mes enfants... Mais vous pourrez aller leur dire au revoir. L'inspecteur Guérin va vous accompagner, vous prendrez une valise avec du linge. Si on rencontre Rimeaucourt à la boutique. Il est 11h30, ça m'étonnerait qu'il ait attendu jusque-là, surtout si madame Milano lui a dit que son mari venait d'être emmené par la police. Non, je crois que si je veux le voir, c'est à la Ciotat qu'il faut que j'aille. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Continuez mon enquête, monsieur Rimeaucourt, jusqu'à ce que je trouve le meurtrier de Lancieux. Et si vous ne le trouvez pas? Non, mais je ne suis pas pessimiste. Monsieur le commissaire, je vous dois des excuses. J'ai été brusque, maladroit, enfin, presque grossier avec vous. Grossier, c'est un bien grand mot. Disons que vous m'avez traité de haut. Ça revient au même. Voyez-vous, à présent, je voudrais m'adresser non plus au commissaire de police, mais à l'homme.
Je suis aussi un homme, monsieur Rimeaucourt. Vous pouvez, vous devez me comprendre. Jacques s'était fait justice. Il n'avait plus de compte à rendre à la société. Pouvais-je encore le laisser accusé de meurtre? Laisser salir notre famille par un scandale inutile? Mettez-vous à ma place. À votre tour, mettez-vous à la mienne. Je dois arrêter l'assassin de Lancieux, quoi que vous invoquiez pour me faire changer d'avis. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous offrir de l'argent. Merci. Pour en revenir à Lancieux, j'ai de fortes raisons de croire qu'il connaissait la vérité et qu'il a été tué parce qu'il a tenté de monnayer son silence. Vous voyez à qui je pense? Milano aurait fait ça? Ça n'est pas à exclure. Néanmoins, si ma supposition est exacte, il existe une autre personne qui, autant, sinon plus que Milano, aurait eu intérêt à supprimer le maître chanteur. Quelle personne? Vous-même, monsieur Rimeaucourt. Sortez, monsieur. Votre accusation est intolérable. Je n'accuse pas, je constate. Je ne supporterai pas que dans ma propre maison... Sortez! Bon, je n'insiste pas. Au revoir. Adieu, monsieur. Ah oui, c'est la vérité, Guérin. Pour la deuxième fois, Rimeaucourt m'a flanqué dehors. Ça devient une habitude. On s'habitue à tout. Ah, dis donc, le planton m'a dit que j'avais une visite. Oui, Madame Pignan, elle est dans votre bureau. Ah, je m'y attendais un peu. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vous parler en particulier, rien qu'à vous. Elle est dans tous ses états. On va voir ça. Bonjour, madame. Ah, monsieur le commissaire, enfin, je commençais à me languir. Il m'arrive une chose. Ah, une chose terrible, incroyable, inimaginable. J'en suis toute retournée. Tenez, monsieur le commissaire, sentez mon cœur, comme il bat. Oui, je vous crois sur parole. Oui. Et cette chose terrible, c'est... Je vais mourir, monsieur le commissaire. Il me l'a écrit. Et qui donc? Et l'assassin, pardi. Une lettre tapée à la machine, vous pouvez la lire. Depuis, je me fais un brave mauvais sang. Jacques Rimeaucourt porte malheur. Ce sera bientôt ton tour, Pauline Graville. Oui. Graville, c'est mon nom de jeune fille. Oui, je sais. En 1946, vous étiez la maîtresse de Jacques Rimeaucourt. Vous savez? Quand j'ai appris que vous aviez donné de l'argent au conservateur du cimetière... Ah, celui-là, quelle langue longue. Je me suis dit que ce n'était peut-être pas là le comportement d'une simple logeuse. Alors je me suis intéressé à vous. L'état civil n'est pas fait pour les chiens. Eh bien, vous, tiens, on peut dire que vous êtes intelligent de la tête. Mais dites, vous allez me protéger, hein? Vous allez pas me laisser égorger, moi, une faible femme. Je veux pas mourir. Pour vous protéger, il faut que je sache tout. Et c'est pour ça que je suis venue. Oh là là, quelle histoire. J'ai la tête comme une coucourde. Moi, je sais plus par où commencer. Mais par le commencement, par le suicide. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, Jacques, il s'est pas suicidé. Il a été assassiné, lui aussi? Je veux dire qu'en 46, il est pas mort. C'est pas lui qui est enterré au cimetière de la Ciotat. Quoi? Mais alors ce serait lui l'assassin de Lancieux? Ah, vous alors, vous êtes dur de la componette. Il peut pas être l'assassin, puisque Lancieux, c'était lui. Jacques Rimeaucourt et Maurice Lancieux, eh ben quoi, c'était le même. Ouf, ça y est, je l'ai dit. Tant pis, ça va mieux comme ça. Oh, vous entendez, patron? Si Lancieux, c'est Jacques, le père Rimeaucourt, quel rôle a-t-il joué? Et puis, alors, mais qui est enterré au cimetière? Ne t'énerve pas, Guérin, t'énerve pas. Madame Pignan te l'a dit. Elle est là pour tout nous raconter. N'est-ce pas, madame? Celui-là, il me coupe toujours. Bon, alors reprenons. Nous sommes en 1946. Oui. Rimeaucourt vient d'apprendre par Milano que son fils est un meurtrier. Un meurtrier que la police va peut-être arrêter. Un coup terrible pour un homme tel que lui. Pour comprendre la suite, il faut bien connaître son caractère. Oui, les grands principes, l'honneur du nom, etc., on voit ça d'ici. Bon, il n'hésite pas à renier un fils indigne de porter le nom des Rimeaucourt. Également, pour couper les pistes éventuelles, il oblige Jacques à écrire la lettre d'adieu. Si je me trompe, madame Pignan, vous m'arrêtez. Oh, non, allez-y, vous racontez mieux que moi, hein. La veille, on a repêché dans le port le corps d'un inconnu, qui, lui, s'est réellement suicidé. Est-ce une coïncidence? Est-ce au contraire ce fait divers qui leur en a donné l'idée? Peut-être même leur a-t-elle été soufflée par Milano? Mais à mon idée, ce serait plutôt Milan. Bon, nous le lui demanderons, hein. Quoi qu'il en soit, le père fonce à la morgue, lettre en main, et fait semblant de reconnaître son fils. La parole d'un Rimeaucourt n'est pas mise en doute, d'autant plus que Milano le cautionne.
On emporte le corps de l'inconnu, on l'enterre sous l'identité de Jacques, et le tour est joué. Jacques, lui, s'engage alors dans la Légion étrangère sous l'identité imaginaire de Maurice Lancieux. Exact? Ah, on dirait que vous y étiez, vous, hein? À moi, Jacques me l'a raconté quand il est revenu, il y a 2 ans. Entre-temps, je m'étais mariée et puis j'étais devenue veuve. Je ne pouvais pas lui refuser une chambre. Il y a des souvenirs qui attachent, vous savez. Il revoyait sa famille? Pas son père. C'est que ça n'est un drôle, le père Rimeaucourt. Mais je crois bien que Jacques rencontrait sa mère. Elle lui donnait de l'argent? Je pourrais pas l'assurer. Bon, si vous connaissiez l'assassin... Mais vous pensez bien que je vous le dirai? Je tiens ma peau, moi, et comme dit l'autre, j'en ai qu'une. Oh, Boudiou, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ose plus sortir d'ici, moi. Vous allez tranquillement rentrer chez vous. Chez moi? Oh, j'oserais jamais. Peut-être qu'ils m'attendent là-bas avec un couteau long comme ça. Je les connais, mes locataires. Dites, c'est pas eux qui rappliqueront si j'appelle au secours. Vous ne craignez absolument rien, Madame Pignon. C'est vous qui le dites. Je vous donne ma parole qu'il ne vous arrivera rien. Oh, vous avez votre œil coquin, là. Vous devez savoir des choses, non? Vous ne craignez plus rien parce que l'assassin est sous les verrous. Bonne mère! Et vous me l'avez pas dit tout de suite? Oh, dites qui c'est. Ne me faites pas languir. Ah, je ne peux pas encore vous dire son nom. Il reste encore des formalités. Ah, dommage, parce que... Oh, et puis tant pis, je suis trop contente. Ouf, je suis toute requinquée. Eh ben, j'en suis heureux pour vous. Au revoir, Madame Pignon. Au revoir, et merci. Et dormez sur vos 2 oreilles. Et voilà. Dites, patron... Hein? Vous avez dit que l'assassin est sous les verrous. Et il n'y a que Milano sous les verrous. Ce serait donc lui? J'en sais rien du tout. J'ai raconté ce bobard à Madame Pignon pour qu'elle parte tranquille. C'est peut-être imprudent. Vous êtes certain qu'elle ne court aucun danger? Oh, comme 2 et 2 font 4. Pour la bonne raison que la lettre de menace, c'est moi qui l'ai envoyée. Non. Si, rien de tel que la peur pour faire parler les gens. Oh, alors vous m'avez bien eu, moi aussi. Tout de même. Elle est effarante, cette histoire, Rimeaucourt. Et pourtant logique. Tout se tient. Je dois vous avouer que tout se mélange un peu dans ma tête. Il faudrait que je récapitule. Oh, pas le temps. Hein. Il y a du pain sur la planche. D'abord, voir Madame Rimeaucourt. Toute seule. Toute seule? Ouais. J'ai l'impression que le mari fait bonne garde. Je crois que j'ai un bon moyen pour l'éloigner. Allô, Monsieur Rimeaucourt? Ah, oui, c'est moi. C'est moi, Paron. Non, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, Monsieur Rimeaucourt. Je vous présente mes excuses pour mes soupçons de ce matin. Oui. Ah oui, il serait odieux de penser qu'un père puisse tuer son propre fils. Ah, vous avez compris. Non, ça serait trop long par téléphone. Si vous voulez passer à mon bureau... Hein? Oui, entendu. Entendu, je vous attends. À tout à l'heure. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Pendant qu'il fera le poireau ici, nous autres, nous serons à la Ciotat. Puisque vous savez tout, monsieur le commissaire, pourquoi venir me tourmenter encore? Parce que je veux arrêter l'assassin de votre fils, Madame Rimeaucourt. Je ne saurais malheureusement vous être d'un grand secours. Il suffit parfois de si peu de choses. Quand avez-vous revu votre fils pour la première fois? Il y a 1 an et demi environ. Il était à Marseille depuis 6 mois déjà, sans avoir osé se faire connaître. Et puis un jour, il s'est décidé. Il m'a téléphoné à moi toute seule. Et vous avez accepté de le revoir en cachette de Monsieur Rimeaucourt? J'étais trop heureuse de le retrouver. Malgré ce qu'il avait fait, c'était toujours mon enfant. Je n'en avais qu'un. Je l'ai perdu 2 fois. Où vous rencontriez-vous? Les premiers temps, à Marseille. D'ordinaire, je ne quittais pratiquement jamais la Ciotat à cause de mon état de santé. Aussi, mes déplacements ont fini par intriguer mon mari. Il nous a surpris. C'est un homme droit, honnête, certes, mais implacable sur les principes. Pour lui, son fils était réellement mort en 46. Il m'a interdit de le revoir. Et vous avez passé outre? Oui. Nous avons alors convenu, Jacques et moi, de nous rencontrer au cimetière de la Ciotat. Mes visites à cet endroit ne pouvaient éveiller de soupçons. Jacques m'attendait derrière les tamaris. Ah oui, je vois. Les tamaris qui sont près de la tombe où il a été soi-disant enterré. Oui. Quand, avant-hier, j'ai aperçu la tache de sang sur la dalle,
Pas un seul instant, je n'ai envisagé l'atroce vérité. J'ai pensé que, au pis-aller, Jacques s'était battu avec le voleur. Voleur? Quel voleur? Je lui remettais chaque fois un peu d'argent. J'ai un peu de fortune personnelle. Lorsqu'il était en retard et que je ne pouvais l'attendre, je glissais des billets sous le vase en marbre. Il le savait. C'est comme ça que j'ai fait la dernière fois. Mais combien y avait-il sous le vase? 20 000 francs. Des francs anciens. Les semaines précédentes, il y avait déjà eu 2 vols. On avait dû changer de cachette. Ainsi donc, ce serait le voleur qui... Alors, votre fils, qui veut le surprendre, se dissimule derrière les tamaris, et au moment où l'autre soulève le vase... Ah, seulement l'autre, il avait le vase à la main. Ah, mais toutes les données de l'enquête sont changées. Absolument toutes. Dites, patron, vous nous faites entrer dans le cimetière en sautant le mur. Nous circulons entre les tombes avec des allures d'Indiens sur le sentier de la guerre. Si c'était pas vous, patron, ça je commencerais à m'inquiéter. On est arrivé. Reste derrière les tamaris et arme-toi de patience. Oh, cette tombe-là, je la reconnais, c'est celle de Jacques. Enfin, de celui qu'on a enterré sous le nom de Jacques. Vous croyez que l'assassin va revenir? Hein? On va attendre longtemps? Dans quelques instants, Espeluche va fermer les portes. Tiens, regarde qui vient par ici. Oh non, c'est pas possible. Madame Rimaucourt, elle paraît pressée. Oh, mais Espeluche qui annonce la fermeture, elle va tout de même pas se laisser enfermer. Un peu de patience, je te dis. Mais qu'est-ce qu'elle met sous le vase? Chut. Elle s'en va. Ah, vous la laissez repartir? Elle ne bouge pas. Ah, si seulement vous vouliez m'expliquer. Mais... Enfin, on va pas se laisser enfermer au moins. Dites, moi j'ai pas envie de passer la nuit dans un cimetière. Mais au lieu de gémir, observe plutôt l'homme qui s'approche de la tombe. Mais Eh oui, c'est lui. Il est tombé dans le piège que, d'accord avec Madame Rimaucourt, je lui ai tendu. Il l'a surveillé comme d'habitude. Comme d'habitude, il l'a vu cacher quelque chose sous le vase. Il n'a pas pu y résister. Attention, il soulève le vase. Allons-y! Oh, ça y est, patron! Ça y est, je le tiens. C'est le commissaire! La main dans le sac, Espeluche. Ou plutôt dans le vase. Et cette fois, vous n'aurez pas le temps de frapper. Lâchez-moi! C'est pas moi! C'est pas moi! Ouais, ne perdez pas votre temps à nier, hein? C'est la répétition des vols qui vous a trahi. Vous étiez le seul à pouvoir être là, chaque fois, au bon moment. Vous avez tué un homme pour 200 francs. C'est décidément pas cher. Et maintenant, c'est moi qui ne donnerai pas cher de votre tête. Non, je veux... Oh là, patron, qu'est-ce qu'il lui prend? Mais il a tourné de l'œil, patron. La peur. Il s'est déjà vu sur la guillotine. C'est une façon d'avouer. Dire qu'on est allé chercher le meurtrier si loin alors qu'on l'avait sous la main dès le début. Eh oui, je te l'ai déjà dit à propos d'autre chose, Guérin. On cherche souvent ailleurs ce qu'on a sous les yeux.